Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de l'actualité de ce vendredi 7 avril. Enquête sur de nouveaux réseaux pédophiles, c'est ce que réclament des mères de famille françaises qui affirment avoir reconnu leur enfant sur des fichiers pornographiques saisis aux Pays-Bas. Avec nous dans ce journal, Bernard Valadon qui nous dira quelle action mène son association Le Bouclier pour traquer et dénoncer ces pratiques. Il nous dira aussi quel regard il porte sur la justice française en la matière. L'hommage des Tunisiens au père de l'indépendance, cet après-midi, la dépouille mortelle d'Habib Bourguiba a été transférée de Monastir à Tunis, où de nombreux Tunisiens sont venus se recueillir. Deauville à l'heure de la musique de chambre, une soixantaine de jeunes virtuoses, français et étrangers, sont réunis pendant 10 jours avec une ambition particulière, créer un orchestre philharmonique de musique de chambre. C'est une maladie étrange, insidieuse et dangereuse, la légionellose, identifiée dans les années 76. Elle est provoquée par une bactérie qui prolifère dans les systèmes de climatisation quand ils sont mal entretenus. Près de 3000 personnes en meurent chaque année en France. Et il semble que 2 épidémies aient touché la capitale récemment. L'une autour de la gare Montparnasse, l'autre dans une grande compagnie d'assurance. Les familles des victimes s'interrogent sur le silence dont font preuve les autorités en la matière et demandent des explications. Enquête avec Fanny Auvergne, Bernard Connor et nos confrères de l'hebdomadaire Le Point. 2 ans qu'elle se bat seule contre la loi du silence. 2 ans que son mari Joël est mort, foudroyé par la Legionella, une bactérie qui se développe dans les systèmes de refroidissement des climatisations mal entretenus. Très vite, elle pense identifier la source de la contamination, le bureau de son mari, chez AXA. Quand je me suis manifestée par un avocat interposé, de me proposer une solution, je ne peux pas dire à l'amiable, parce qu'il n'existe pas de lien d'amitié avec ces gens-là, mais disons un arrangement possible. C'est-à-dire de quel ordre? 1 million de francs. Contre 1 million de francs, contre quoi? Contre le fait que je n'engage pas de poursuite contre mon silence, et celui de ma famille, et celui de mes enfants. Car la tour où travaillait Joël était bel et bien contaminée. Cette note interne le prouve, la bactérie avait infecté le réseau d'eau des lavabos hommes, les fontaines réfrigérantes, la centrale de traitement d'air. Est-ce la même bactérie qui a tué Joël? Ce laboratoire a fait des analyses non communiquées aux familles des victimes. Chez AXA, on affirme ne jamais les avoir reçues. Même loi du silence, 1 an plus tard, cette fois, l'épidémie se déclare à Paris. Août 99, autour de la gare Montparnasse, 8 personnes contaminées, 1 mort. Là encore, on a caché aux victimes ce résultat. À la SNCF, le nombre de bactéries était 60 fois supérieur au seuil critique. Pourtant, depuis 1 an, un arrêté préfectoral exige la désinfection systématique de ces installations. Une obligation qui ne serait pas toujours respectée. Il se présente comme un policier en civil, il a, dit-on, entre 25 et 30 ans et selon des indices concordants, c'est un violeur en série. Depuis quelques semaines, la police parisienne est sur sa piste. Il aurait déjà commis 24 viols dans Paris et l'Île-de-France. Ses victimes sont des petites filles et des adolescentes entre 13 et 15 ans. Patrick Fondiot, Pascal Caron et Vincent Ferreira. Elle veut rester anonyme. Sa fille de 14 ans a été violée une après-midi de décembre alors qu'elle rentrait du collège. Cette mère ne comprend pas pourquoi on a appris si tard l'existence d'un violeur en série qui sévit dans la région parisienne depuis l'automne 98. A priori, je pense que personne n'est averti parce que ça fait quand même 18 mois que ça dure. Et 18 mois que les gamines sont toujours agressées. Ma fille est agressée au mois de décembre et entre-temps, il y a eu 10 gamines supplémentaires qui ont entre 12 et 14 ans. Et personne n'en parle. Donc tout le monde est toujours confiant, les gamines vont toutes seules à l'école, rentrent toutes seules à l'école, prennent l'ascenseur, prennent l'escalier et personne ne dit rien, les écoles ne sont pas informées. En fait, le violeur en série présumé déroute les enquêteurs par son extrême mobilité. Au moins 21 agressions lui sont attribuées dans 4 départements différents. Chaque fois, la même technique, la même approche. Ici à Vitry-sur-Seine, par 2 fois ces dernières semaines, il a entraîné 2 adolescentes dans le parking souterrain de cet immeuble. Il était rentré en même temps qu'elle dans l'ascenseur, comme si de rien n'était. Elle a appuyé pour monter chez elle, mais lui avait déjà appuyé pour aller au sous-sol. Ce qui fait que la gosse est descendue au sous-sol. Grâce aux différents témoignages recueillis et à quelques tests ADN,
Les policiers ont pu établir un portrait robot, celui d'un homme brun, âgé de 25 à 30 ans. Ce portrait sera bientôt largement diffusé. Pas moins de 3 services de police mènent leurs investigations dans la plus grande discrétion. L'objectif, que la série s'arrête très vite. Et puis à Elbeuf, en Seine-Maritime, une adolescente de 15 ans aurait été violée par un élève du même âge dans l'enceinte même du collège. Le juge des enfants d'Évreux a été saisi. À la Seine-sur-Mer, dans le Var, le quartier de la Cité Berthe a connu une deuxième nuit de violence, opposant quelques dizaines de jeunes à 150 policiers. Ces émeutes interviennent après le suicide d'une mère de 5 enfants chez qui plusieurs kilos de hashish avaient été saisis. 7 jeunes sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Dans cette cité où résident près de 15 000 personnes, le chômage, la précarité et la drogue expliquent aussi cet embrasement soudain. Marie-France Lavarini, ancienne conseillère de Claude Allègre et de Lionel Jospin, a été mise en examen pour recel et détournement de fonds publics dans l'affaire de la MNEF. Elle aurait bénéficié d'un emploi fictif pendant 18 mois, payé par la mutuelle étudiante. Mettez-vous d'accord, on en parlera ensuite. C'est en substance ce que Lionel Jospin a expliqué aux élus corses hier dans la soirée, après plus de 6 heures de réunion. Le Premier ministre a rejeté toute idée de référendum pour déterminer l'avenir de l'île. Arnaud Boutet, Javid Imbert et Jacques Grégor ont suivi cette réunion. Il est 21h30, les élus corses favorables à l'autonomie de l'île tiennent une mini-réunion de crise. Après 6h30 d'un débat marathon, ils ressortent bredouilles. Lionel Jospin refuse l'organisation à court terme d'un référendum. Problème constitutionnel, précise-t-il, mais sur ce point, la porte des négociations reste entrouverte. Quand on aura élaboré un schéma, une proposition, alors on pourra veiller à consulter. Sous quelle forme, ça a été aussi un objet de discussion. Mais d'une façon ou d'une autre, il faudra bien demander ce qu'en pensent les Corses. Peut-être pas seulement eux. En attendant, le Premier ministre renvoie les élus à leur propre division. Le message est clair, mettez-vous d'accord. À la sortie, les nationalistes ne cachaient pas leur déception. Aujourd'hui, nous avons perdu une journée, nous espérons que la prochaine fois sera plus constructive. José Rossi, le président de l'Assemblée de Corse, espérait lui aussi un autre engagement du gouvernement. Il reste une dimension politique qui est la création d'une région qui ressemblerait à une région autonome, italienne, espagnole ou portugaise, qui suppose une dimension constitutionnelle qui manifestement n'est pas à l'ordre du jour. Quant à ceux qui refusent l'autonomie, les voilà quelque peu rassurés. La démarche continue, c'est ce qui me paraît essentiel. Essentiel aussi bien sûr que conformément à mes convictions, nous restions évidemment dans le cadre républicain que je souhaite conserver. L'enseignement de la langue corse, le développement économique, 2 chantiers que le Premier ministre veut engager rapidement. Pour le reste, il demande un peu de patience. En Corse toujours, une justice sous pression, c'est en substance ce que confirme le procureur général de Bastia, Bernard Legras, dans le rapport qu'il a remis à Elisabeth Guigou et dont on connaît aujourd'hui les grandes lignes. Ce texte d'une centaine de pages explique les pressions sur les jurés, les entraves aux enquêtes judiciaires et pour la première fois, certains jurés parlent. Explication de Joël Bruandé. C'était en septembre dernier, dans cette salle d'audience de la cour d'assises de Bastia. Pour la première fois, un juré ose parler des pressions exercées sur lui par l'entourage d'un accusé qui comparaissait pour tentative d'assassinat. Le juré porte plainte, l'homme qui l'avait menacé a été condamné à 6 mois de prison ferme. Pour le président du tribunal de grande instance de Bastia, c'est un premier pas. Cette parole libérée des jurés, cette dignité retrouvée, c'est des éléments positifs. Il va falloir continuer dans ce sens-là et protéger un peu tout ce mouvement actuel qui correspond à une demande assez forte. Mais il reste beaucoup à faire. Dans le rapport qu'il vient de remettre à Elisabeth Guigou, le procureur général Bernard Legras évoque de graves dysfonctionnements dans la justice en Corse. Oui. Toutes les étapes de la procédure criminelle sont mises en cause. De l'enquête au jugement en passant par l'instruction, un élément revient très souvent dans le rapport, les nombreux problèmes liés aux témoins. Nous avons constaté une difficulté en Corse, incontestable, à obtenir des témoignages. Et les différents intervenants en ont conclu qu'il fallait en Corse être, en matière d'enquête, meilleur qu'ailleurs. Et le seul moyen d'être meilleur qu'ailleurs, c'est de mettre en œuvre effectivement au maximum ces mesures de police scientifique et d'enquête. Le rapport de 100 pages est aujourd'hui sur le bureau du garde des Sceaux. Elisabeth Guigou ne s'est pas encore prononcée sur les mesures qu'elle entend prendre après cet état des lieux plutôt alarmant.
C'est une affaire extrêmement douloureuse à laquelle sont confrontées plusieurs familles françaises. 3 jeunes enfants ont été reconnus par leur mère sur des fichiers pornographiques saisis au domicile d'un pédophile assassiné aux Pays-Bas. Ces familles ont porté plainte, soutenues par plusieurs associations. Yasmina Farber et Valérie Hermite ont rencontré une mère qui a reconnu la photo de son fils. Elle avait déjà saisi la justice il y a 4 ans sans être véritablement entendue. Elle avait déjà mis en cause son mari. Alors là, par exemple, vous voyez, celui-ci, c'est le premier qu'il a fait. Il avait, écoutez, il avait 3 ans et demi, à peine 4 ans. Hein. Voilà. Là, c'est un autre sexe en érection. Des photocopies de dessins, des pièces à conviction, selon Chantal. Elle accuse le père de son fils Alexandre d'avoir abusé de l'enfant lors d'une garde. C'est en 1996 que le garçon de 3 ans aurait tenu des propos étranges. Il a commencé à parler en disant que son père lui mettait son sexe dans les fesses. Et moi, je ne l'ai pas cru. Donc, j'ai continué à le redonner le week-end qui a suivi. Et puis, plus ça allait, plus Alexandre était complètement perturbé. C'est-à-dire, il faisait des cauchemars, il se masturbait sans arrêt, il faisait pipi sur lui. Quand j'ai fait appel à la justice, je pensais vraiment que tout allait rentrer dans l'ordre, quoi. Tout allait se faire normalement. Et en fait, je me suis très vite aperçue que c'était carrément le contraire. La justice va trancher. La mère perd la garde de son fils. Aujourd'hui, l'enfant est malgré tout placé dans une institution. Bien sûr, le papa d'Alexandre réagit à ces accusations, une machination machiavélique selon lui. L'ensemble des expertises, et sans exception, ont montré que mon fils n'avait pas subi d'agression sexuelle et que l'ensemble des services sociaux qui ont été désignés par la justice ont tous abouti aux mêmes conclusions. Que la mère était porteuse de troubles d'ordre psychique, qu'elle était dangereuse par rapport à l'enfant, c'est pour ça qu'il lui a été retiré et placé dans un foyer du Conseil général. Elle tente d'instrumenter les médias pour mélanger la question des réseaux pédophiles avec la question du contentieux qui nous lie depuis 7 ans. C'est un fichier qui relance cette affaire. Après la saisie d'un CD-ROM, la police néerlandaise isole 470 visages. Chantal reconnaît son fils. Le père dit formellement que ce n'est pas lui. Parallèlement, des familles viennent d'identifier 2 autres garçons français. Laurence Beneux est journaliste, elle a vu les scènes pornographiques. C'est odieux. Il y a, sur le CD-ROM, vous voyez, il y a des viols de bébés. Il y a des viols de bébés, il y a des viols de gosses de 4 ans. C'est de 4 ans, de 5 ans. C'est abominable. Et je peux vous dire que, et encore, c'est rien à côté de ce qui circule sur Internet aujourd'hui. Avec Internet, la pédophilie ne connaît plus de frontières. Les associations de protection des mineurs demandent une meilleure coopération internationale de la police. La justice française est à nouveau saisie de 2 dossiers. Alors Bernard Valadon, bonjour. Vous êtes président de l'association Le Bouclier, qu'on vient de voir furtivement. Évidemment, vous connaissez toutes ces affaires. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice française, que les magistrats font preuve de toute la diligence nécessaire ? Celui auquel je me suis adressé, face au procureur de la République de ma région, ainsi que le juge d'instruction, toute évidence, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Je crois que le problème ne se passe pas tout à fait comme ça, mais on constate quand même qu'un certain nombre de magistrats ne vont pas au bout des raisonnements et en tout cas au bout de l'analyse du matériel qui se trouve en leur possession. Parce que quand on entend cette mère de famille, Chantal, qui apporte quand même des témoignages extrêmement, pour le moins troublants, sur son fils, la façon dont son père le traite et qu'elle n'est pas entendue, il y a bien quelque chose qui se passe pas bien là. Ça, c'est moins lié à Internet qu'à une situation qui est tout de même très grave, qui fait que on n'écoute pas les enfants. Un enfant qui se plaint, on ne l'écoute pas. Et qu'ensuite, même si tout ça est très difficile, on catalogue un peu trop vite les mamans qui protègent leurs enfants de folles dans ce pays. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses correctement. L'histoire de Chantal, je dirais qu'on n'a plus envie de rien dire quand on a entendu ça, mais malheureusement, elle n'est pas rare. Monsieur Valadon, est-ce que, quand on connaît l'existence d'un fichier comme celui qu'on a découvert aux Pays-Bas, est-ce qu'on ne devrait pas automatiquement avoir une sorte de recherche, croiser tous les fichiers pour pouvoir effectivement l'identifier par rapport aux enfants qui ont disparu? C'est bien le problème du manque de moyens. Des photographies, vous savez, il y en a beaucoup, il en circule beaucoup sur Internet. Je crois que pour nous-mêmes, toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce sujet-là,
on a vu des dizaines et des dizaines de milliers, ce qui fait que nous avons travaillé sur d'autres hypothèses que le stockage des photos. Et d'ailleurs, c'est au pouvoir public de faire ça. Et pas uniquement aux pouvoirs publics nationaux. Je crois qu'il faut prendre la mesure du problème. Que quand on parle d'Internet, ça ne se situe pas nécessairement sur le territoire français, mais des Français diffusent des documents illégaux, pédocriminels, sur des serveurs étrangers, etc. Quel est le recours pour les victimes? Si j'en crois ce que disent les adultes aujourd'hui, il n'y a aucun recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui se sentent salis, qui se sentent honteux, qui se sentent victimes, parce qu'enfant, ils ont été abusés par un adulte, et qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes sont obligés de se payer le psychologue ou le psychiatre pour essayer d'avoir une vie familiale, une vie affective à peu près normale, et ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Merci beaucoup Bernard Valadon pour votre témoignage. Je rappelle le nom de votre association, Le Bouclier, à laquelle évidemment vous pouvez vous adresser. Une autre association, mais d'un genre celle-là franchement différent, elle est baptisée Joie et Loisirs et on la soupçonne aujourd'hui de non-assistance, notamment aux enfants. En août dernier, un petit garçon de 3 ans avait été trouvé mort et cette semaine, après une descente de police, plusieurs enfants dont l'état de santé a été jugé alarmant ont été placés d'urgence dans un hôpital avec un état de déshydratation extrêmement grave. En fait, l'alimentation des membres de cette secte était essentiellement à base de fruits et d'herbes. Reportage Valérie Fourniot et Valérie Lucas. Maison du malheur. Elle aurait préféré ne jamais la voir. Cette maison, c'est le siège de l'association Joie et Loisirs, où sont morts sa fille Valérie et ses 2 petits-enfants, Adélie et Christophe. Elle avait qu'à s'en aller, elle avait qu'à faire quelque chose, mais ils sont pris au piège là-dedans. L'association Joie et Loisirs s'affiche végétarienne et conseille à ses membres de ne pas boire d'eau entre les repas et de se nourrir uniquement de fruits et de légumes mixés à du jus de citron, un régime que suivait Valérie, sa fille. Ce qu'on m'a dit, elle est morte d'un cancer, malgré nos soins, qu'on n'a pas pu soigner. Mais les soins de qui? Les soins de l'association. Contre un cancer. Voilà. Et pour vos petits-enfants, dans quelles circonstances ils sont morts? La première, soi-disant, enfin, d'après la presse et puis les gendarmes de Puy-en-Velay, c'était de déshydratation. La mort d'Adélie, un bébé de 6 mois, remonte à juillet 92. Ce jour-là, un autre enfant de 8 mois est également mort de déshydratation. 7 ont dû être hospitalisés. Mais c'est après la mort de Christophe, 3 ans, en août 99, qu'une information judiciaire est ouverte. La mort de l'enfant était trop suspecte. Il y a 2 jours, les gendarmes ont perquisitionné au siège de l'association. Pour eux, il y avait urgence. Il fallait que l'opération se fasse avant l'été, pour éviter qu'on ait un 2e ou un 3e gamin qui décède, non pas du traitement lui-même, mais de la mauvaise santé qui provenait de ce traitement, et notamment de la déshydratation qui s'accentue en période de chaleur. Après cette perquisition, 3 membres de l'association Joie et Loisirs, dont la présidente, ont été mis en examen et écroués. Plus de 10 personnes ont été interpellées et 3 enfants ont été hospitalisés. Leur état de santé avait été jugé inquiétant. Cet après-midi, à l'Élysée, le chef de l'État a félicité les initiateurs de 70 initiatives particulièrement innovantes en matière de solidarité et d'innovation sociale. Elles ont été récompensées dans le cadre de Fraternité 2000. Exemple même d'une insertion réussie, l'initiative justement d'Alexandre Picone qui a créé dans l'Hérault une société spécialisée dans la rénovation de 2 chevaux. 1 an après sa création, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Avec 16 voitures en commande et 7 mois d'attente, pour 25 à 30 000 francs, il propose avec ses 4 salariés des 2 chevaux refaits à neuf. Reportage Léo Lamberton et Pascal Ponce. Un propriétaire qui va le reprendre ou bien vous avez Non, celle-ci c'est une qui est à la vente, c'était une commande. Ah, c'est une commande. Pour les passionnés de 2 chevaux, Alexandre Picone est plus un magicien qu'un garagiste. Car il ne se contente pas de retaper les vieilles voitures, il leur donne une nouvelle vie. Voilà l'état de la baie de pare-brise, c'est là où on met le pare-brise au moment où on l'a rentré. On vend de l'affectif. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être la seule voiture affective en fait. Beaucoup de clients nous disent quand on les voit, on a l'impression qu'elles nous regardent avec ses phares. Vous avez raison, j'ai plusieurs voitures, et c'est à 2 chevaux auxquels je suis attachée affectivement. Il faut compter 15 jours de travail pour transformer ces guimbardes rouillées en auto rutilantes. 50 voitures ont ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse.
Mais il n'y a pas qu'aux 2 chevaux qu'Alexandre Picone donne une deuxième chance. Il a voulu que son atelier soit une entreprise d'insertion par l'économique. 4 personnes y travaillent, tous d'anciens chômeurs. À titre personnel, j'avais vécu des années difficiles et que donc je sais ce que c'est. Et que donc j'avais envie à mon échelle, de pouvoir essayer de faire quelque chose, donc de retaper des voitures d'un côté et par la même occasion de retaper des hommes aussi, si on pouvait. Grâce à la 2 chevaux, Boumediene Ayad a pris un nouveau virage. Après des années de galère et de RMI, il est embauché ici pour 24 mois. À 29 ans, il envisage même de passer un CAP de carrossier. En 1 an d'existence, l'entreprise a connu une accélération fulgurante. La demande est telle qu'il faut compter 7 mois d'attente. Bientôt sortira une série limitée, la 2 chevaux Larzac, en espérant que la vieille berline vienne là encore au secours d'une région que la crise économique a laissée sur le bord de la route. Voilà, des 2 chevaux sur commande donc. À Tunis, la dépouille mortelle de l'ancien président Habib Bourguiba a été saluée tout au long de l'après-midi par les officiels et les citoyens. Le corps a été transféré ce matin de Monastir, ville natale du père de l'indépendance, vers la capitale. 7 jours de deuil national ont été décrétés et Jacques Chirac, le président de la République, sera présent demain aux obsèques. Sur place, Jérôme Bonny et Gilles Jacquet. Hasard ou choix symbolique, l'avion de Tunisair qui apporte la dépouille du président Bourguiba à Tunis est nommé 7 novembre, du 7 novembre 1987, jour du coup d'État qui marqua la fin politique de l'ancien président. Derrière le cercueil, Habib Bourguiba Junior, qui fut le conseiller de son père avant d'être, comme beaucoup d'autres, révoqué. 3000 personnes environ saluent le cortège funèbre à leur manière, à son arrivée au siège du parti au pouvoir, le RCD. Il est le père de tous les Tunisiens. On aime beaucoup Bourguiba. C'est l'histoire de la Tunisie qui témoigne pour lui. C'est l'histoire du monde arabe, de tout le monde qui peut être. Foule douloureuse qui voit partir avec le siècle celui qui fit de la Tunisie un pays indépendant et de la Tunisienne une femme libre. Le cercueil est porté par des jeunes du RCD, le parti héritier du néo-Destour de Bourguiba. Son ancien Premier ministre, devenu président, a voulu donner une dimension politique à ce jour de deuil. Avec la disparition de Habib Bourguiba, c'est un peu le toit du régime tunisien qui s'envole. Même après avoir destitué le combattant suprême, le président Ben Ali avait toujours continué d'afficher à son égard une déférence quasi filiale. Aujourd'hui, le président tunisien est un peu plus seul face au destin de son pays. Après le président, c'est le peuple qui se presse vers le cercueil. Aux professions de foi se mêlent des slogans laïques. Le sang et l'âme pour toi Bourguiba, dans un bruyant hommage où semble percer le ressentiment. À La Haye, au tribunal international chargé de juger les génocides dans l'ex-Yougoslavie, l'ancien dirigeant serbo-bosniaque Momčilo Krajisnik a plaidé non coupable et rejeté les 9 chefs d'accusation de génocide. Proche de Radovan Karadzic, il a été arrêté en début de semaine par les soldats français de l'OTAN. L'Europe inaugurait aujourd'hui un nouvel institut contre le racisme dont le siège se trouve à Vienne. Un choix qui avait été fait évidemment avant l'arrivée au pouvoir de l'actuelle coalition conservateur extrême droite et les responsables européens n'avaient invité aucun membre du gouvernement autrichien. Ces derniers n'en ont pas tenu compte et forcé la porte. Reportage à Vienne, Olivier Lerner. Elle ne s'attendait pas à ça, Nicole Fontaine. La présidente du Parlement européen s'est retrouvée bien malgré elle, nez à nez avec Benita Ferrero-Waldner, ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement autrichien boycotté par l'Union européenne. Assise au premier rang sans avoir été invitée, il fallait oser. J'ai le sentiment aujourd'hui que rien n'a changé. Le parti d'extrême droite autrichien est toujours le même et il n'est toujours pas sorti du gouvernement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de raison sérieuse de lever ces sanctions.
Observer la montée du racisme, lutter contre sa banalisation, respecter la diversité, l'Autriche est montrée du doigt en accusation. Mais nous, on sait ce qu'il y a derrière tout ça. Derrière tout ça, c'est la mise en place d'une véritable politique d'exclusion de ceux qui sont différents, une exclusion des femmes, une exclusion des couches les plus fragilisées de la société. Et c'est comme ça qu'en réalité avance aujourd'hui le fascisme. Une simple poignée de manifestants, la cérémonie antiraciste est restée au stade d'une cérémonie intimiste, malgré le coup d'éclat de Madame le ministre des Affaires étrangères. On a noté ici une augmentation d'agressions racistes. Ceux qui tiennent des propos racistes le font plus ouvertement qu'auparavant, sans gêne. Agir dans l'urgence n'est pas le premier souci des parlementaires. La prochaine réunion plénière de l'Observatoire des phénomènes racistes et xénophobes aura lieu dans 2 ans à Vienne, mais pas avant, quoi qu'il arrive. À Washington, le père d'Elian, le petit garçon cubain de 6 ans recueilli depuis 5 mois par son grand-oncle à Miami, a pu rencontrer le ministre américain de la Justice. Ils doivent essayer de fixer les conditions de retour de l'enfant à Cuba avec son père. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé et le petit garçon n'a toujours pas pu voir son papa. Il faut dire que l'affaire provoque des prises de position extrêmement virulentes, tant de la part des anticastristes que des pro-cubains. La journée mondiale de la santé était cette année consacrée à la transfusion sanguine qui, on le sait, pose de questions graves de transmission de maladies justement, sida, hépatite entre autres, notamment dans les pays les plus pauvres. En Afrique, la Côte d'Ivoire fait plutôt figure d'exception et applique des mesures de contrôle strictes, comme ont pu le constater nos correspondants permanents en Afrique, Éric Monnier et Roger Motte. Vous avez déjà connu des prostituées? Il faut passer par là avant de marier. Des questions très indiscrètes, mais pour la bonne cause. Au Centre national de transfusion sanguine à Abidjan, tous les donneurs potentiels sont ainsi soumis à un interrogatoire. Le but, écarter d'emblée les individus à risque. Empêcher que des donneurs infectés ne transmettent leur mal. Des procédures pas si courantes en Afrique qui contribuent à faire baisser le risque d'une contamination par le virus du sida et l'hépatite. Pour le VIH, ce risque est tombé à 0,2% chez les donneurs réguliers, alors que plus de 10% de la population ivoirienne est séropositive. Gilbert, lui, est séronégatif. Depuis le 12, 3e mois, 73, je donne mon sang pour pouvoir sauver mes frères. C'est ça votre motivation? Oui, oui. Combien de litres de sang vous avez donné depuis? Ça me fait 146 dons aujourd'hui. Des donneurs réguliers comme Gilbert, c'est précisément ce que l'on recherche ici. Plus facile à contrôler, ils sont aussi disponibles à tout moment en cas de pénurie. Mais la mobilisation n'est pas aisée, surtout depuis que le centre a décidé d'annoncer à chaque séropositif détecté son infection. Tout le monde n'a pas envie de savoir. En matière de contrôle, le centre se conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le risque existe, mais il est réduit dans un pays du Sud, on dit acceptable. L'idéal serait la congélation, plus sûre, mais elle multiplie par 4 le prix de revient d'une poche de sang. Donc c'est du sang beaucoup plus cher à réaliser, que vous vendez aussi beaucoup plus cher. Qui peut s'offrir ça en Côte d'Ivoire? Celui qui peut s'offrir ça en Côte d'Ivoire, c'est celui certainement qui est assuré, qui a une assurance de prise en charge, ou bien celui qui a un pouvoir d'achat plus élevé. Sinon l'idéal c'est de faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Mais comme je dis, en matière de santé publique, si on veut le faire, on ne pourra pas le pérenniser. Certains parleront de médecine à 2 vitesses. Ici, on préfère dire avec fierté qu'on fait du mieux possible avec les moyens disponibles. En France, le Téléthon a rencontré cette année encore un énorme succès. 468 470 044 francs, ce qui veut dire que les téléspectateurs, vous, avez donné plus que vous n'aviez annoncé au cours de la soirée en décembre dernier. En duplex avec nous d'Evry, Éric Molinier, directeur général de l'AFM, l'Association française contre la myopathie. Bonsoir. Cet argent va vous permettre une nouvelle étape dans vos recherches ? Tout d'abord, l'AFM est très récompensée de la mobilisation de ces 5 millions de Français qui, au travers des 22 000 manifestations dans toute la France, nous ont permis de rassembler cette somme exceptionnelle qui est non seulement supérieure aux promesses du soir du Téléthon, mais également au Téléthon de 98, 7 millions de plus que le Téléthon de 98. Alors on le voit là, vous êtes dans le laboratoire que l'on voit derrière vous. Vous allez faire quoi avec ça? Développer encore le laboratoire, avoir de nouveaux champs de recherche, d'expérimentation? Alors, très concrètement, dans le laboratoire Généton, qui est celui de l'AFM, nous allons l'étendre d'environ 1500 mètres carrés, de façon à aller plus vite et plus loin
sur la voie des thérapeutiques. Vous voyez derrière moi un écran qui est en 3 dimensions, un microscope confocal en 3 dimensions qui permet d'étudier et de voir, de visualiser les essais thérapeutiques sur des organes animaux et humains. Donc c'est une avancée extraordinaire. Nous allons pouvoir continuer la grande tentative qui est la mise au point des techniques, des thérapies issues de la connaissance du génome et qui est vraiment la révolution médicale du XXIe siècle. Alors justement, Éric Molinier, cette information vous intéresse. Un laboratoire américain vient de décoder tout le patrimoine génétique d'un individu, autrement dit les 50 à 100 000 gènes humains d'une seule personne. Et ce laboratoire privé s'est engagé à partager ces découvertes avec les chercheurs, les scientifiques du monde entier. Alors, il reste évidemment à comprendre comment fonctionnent ces gènes. C'est une découverte extrêmement importante, n'est-ce pas? C'est très important, c'est en avance de 5 ans par rapport aux prévisions les plus optimistes. Cela va permettre de porter aux portes des médicaments et des voies thérapeutiques un plus grand nombre de maladies rares, de maladies génétiques, de maladies oubliées, et c'est une avancée absolument extraordinaire. Alors on se réjouit juste que les Américains fassent finalement ce que nous avons fait en 1993 en donnant les premières cartes du génome à la communauté scientifique internationale, à l'UNESCO, avec les chercheurs Daniel Cohen et Jean Weissenbach qui avaient fait cette découverte, rappelez-vous, de premier plan. Merci beaucoup Éric Molinier d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc la somme recueillie au cours de cette soirée, 468 470 000 francs. C'est ce week-end qu'aura lieu le grand rendez-vous cycliste Paris-Roubaix, 98e édition et 25 secteurs pavés, des zones qui chaque année se réduisent et disparaissent sous le bitume. Sur les 280 km de routes pavées il y a un siècle, il n'en reste aujourd'hui que 50. Reportage Marianne Masse et Dominique Wurstorn. Qu'on soit grand ou petit, sur les pavés, les vélos et les dents grincent de la même manière. Il y a des trous, ça bouge et de temps en temps c'est comme ça, il y a des creux. C'est pour ça. Ça serait mieux si ça serait du béton. Moi ça serait tout lisse, on pourrait bien rouler vite. Ce serait plus Paris-Roubaix. Non. Pour que Paris-Roubaix soit toujours Paris-Roubaix, il était urgent de protéger les pavés. En 93, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, avait signé une procédure de classement de 5 secteurs. Depuis, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Sous les pavés, la rage. Depuis 1993, rien n'est changé réellement. On sait bien sûr que le secteur de Valère-Sarambert, la trouée de Valère-Sarambert est protégée puisqu'elle dépend du domaine des eaux et forêts. Par contre, pour tout ce qui concerne les autres secteurs, malheureusement, rien n'est classé. La fameuse trouée d'Arambert. Depuis son classement, elle est interdite aux véhicules, alors il y a les pour, les contre et monsieur le maire pour les départager. Souvent, les élus sont aux prises avec un problème qui n'est pas facile, c'est que les habitants disent, bon, pour une fois par an, garder un pavé qu'on va emprunter toute l'année. Alors, on est arrivé à régler le problème dans beaucoup de communes, mais il y en a d'autres qui rechignent un peu. Rechigner, c'est parfois laisser le bitume grignoter. Et puis il y a des fois où les pavés disparaissent de façon tout à fait naturelle. Un exemple, nous sommes ici sur le secteur de 3 km de Mont-Saint-Pével, un secteur auquel les organisateurs ont dû renoncer cette année. Leur verdict, pas assez entretenu, trop dangereux pour les coureurs. C'est le genre de négligence qui a le don d'énerver les amoureux de la course. Alors aujourd'hui, pour préserver le Paris-Roubaix, ils lancent une grande campagne pour développer le tourisme. Les gens pourraient louer un vélo, faire une ou 2 heures de vélo à travers la plaine, découvrir. Et grâce à ça, on attirerait beaucoup plus de monde. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus de personnes qui soutiendraient les pavés. Le projet est en bonne voie pour voir peut-être un jour un chemin de randonnée balisé par les grands fêtes de l'arène des classiques. Deauville, sa plage, ses grands hôtels et sa musique de chambre. Le festival qui réunit une 60aine de jeunes virtuoses débute ce week-end. Ces jeunes prodiges espèrent créer un philharmonique de musique de chambre, genre pour le moins inhabituel, comme nous l'expliquent Olivier Lenuzza et Christian Gallet. Un air de grand large, de musique de chambre souffle sur les planches de Deauville. Des virtuoses, solistes, musiciens de chambre ont décidé de mettre leurs talents en commun afin de constituer l'orchestre idéal. Le plaisir, c'est déjà de se poser pendant 10 jours et d'être avec des gens qu'on aime et qui ont la même perspective artistique. On partage vraiment quelque chose de musical, le tout dans une amitié profonde.
L'élite de la discipline française et étrangère dirigée par un maître, l'anglais Christopher Okuwodo. Je pense que l'idée la plus dangereuse pour ces musiciens est de croire que l'on ne peut être qu'un grand soliste, une diva. Il ne faut pas qu'ils oublient que la grande majorité des musiciens professionnels gagnent leur vie en jouant dans des orchestres, en interprétant de la musique de chambre ou tout simplement en enseignant. Les jeunes talents présents à Deauville se sont choisis, cooptés. Bientôt, ils s'envoleront pour le Brésil puis le Portugal. De nouveaux voyages sur les ailes de la musique. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Enquête sur de nouveaux réseaux pédophiles, c'est ce que réclament des mères de familles françaises qui affirment avoir reconnu leur enfant sur des fichiers pornographiques saisis aux Pays-Bas. Et puis l'hommage des Tunisiens au père de l'indépendance. Cet après-midi, la dépouille mortelle d'Habib Bourguiba a été transférée de Monastir à Tunis, où de nombreux Tunisiens sont venus se recueillir. Tout de suite, la météo avec Isabelle Martinet, suivie du point route de Valérie Maurice. À minuit, Laurence Stolazza. Demain, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit le cinéaste Alexandre Arcadi. Très bonne soirée à tous, à demain 13h. Au revoir.